Nous accueillons aujourd'hui Amalia Daden et Yasmine Chiban, deux ergothérapeutes diplômés de l'Université de Montréal et qui exercent leur métier dans la même ville. Bonjour Amalia Daden et bonjour Yasmine Chiban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous deux, vous êtes récipiendaires de la bourse de la Fondation Club Avenir pour la réalisation d'une étude sur l'équilibre de vie ou ce que vous appelez équilibre occupationnel chez les Maghrébins établis au Canada. Et vous êtes intéressés particulièrement aux Algériens dans la région de Montréal. Avant d'aller plus loin, on voudrait bien que ceux qui nous suivent comprennent ce que c'est qu'être ergothérapeute. Donc, c'est quoi être un ergothérapeute? J'attends de vous une explication que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre. Oui, merci. C'est sûr que quand on parle d'ergothérapie, beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi. En fait, un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui vise à maintenir et à améliorer l'autonomie de la personne dans ses activités. Activité, c'est un terme vraiment très vaste et en fait, ce serait relié à des diagnostics possibles. Donc, admettons quelqu'un qui aurait un problème au niveau de la santé physique ou quelqu'un qui aurait un problème au niveau de la santé mentale, qui ne peut pas faire ses activités comme avant. Donc, quelqu'un qui est paralysé, par exemple, ne va pas pouvoir faire ses activités comme avant. Il va falloir réapprendre à sortir et rentrer dans le lit, réapprendre à s'habiller, réapprendre à utiliser la salle de bain. Donc, l'ergothérapeute est vraiment là pour ça. Et en santé mentale, on pourrait penser à quelqu'un qui fait une dépression et qui n'arrive pas à retourner au travail. Donc, l'ergothérapeute va travailler avec la personne pour un retour au travail progressif. Donc, si je peux ajouter juste, pour être impliqué auprès d'un ergothérapeute, il faut être en situation de handicap. Donc, tous les diagnostics que Yasmine a nommés, que ce soit au niveau physique, mental, affectif, que ce soit au niveau cognitif, ça va impliquer des barrières qui vont affecter la réalisation des activités et donc placer la personne en situation de handicap. Donc, c'est là que le rôle de l'ergo va intervenir. Et comment est-ce qu'on devient ergothérapeute? En fait, après des études en sciences de la santé au Cégep, donc un DEC préuniversitaire, il faut s'inscrire pour faire un baccalauréat plus une maîtrise professionnelle en ergothérapie. Donc, selon l'université, à l'Université de Montréal, c'est un baccalauréat en ergothérapie suivi d'une maîtrise en ergothérapie. Mais dans d'autres universités, comme par exemple à l'Université McGill, on peut faire un bac en sciences de la santé et ensuite s'inscrire à la maîtrise en ergothérapie pour être éligible à être inscrit à l'ordre professionnel. Alors, Exactement. et dans votre métier qui est encadré par un ordre professionnel, comme vous venez de le mentionner, on parle beaucoup de l'équilibre de vie ou l'équilibre occupationnel. Pour Oui. moi, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Pour moi, quand on vit, on peut planifier ses finances, mais arriver à dire que ouais, je suis bien dans ma peau, je peux mesurer ça, j'ai de la difficulté avec ça. Comment vous y arrivez, vous? Alors, l'équilibre de vie, c'est un concept qui est vraiment important à notre profession parce que les ergothérapeutes croient fondamentalement que les activités permettent d'organiser le quotidien d'une personne, permettent de donner un sens et une signification à la vie. Et donc, un équilibre de vie, ce serait un équilibre entre toutes les activités qu'une personne fait, que ce soit des activités productives, que ce soit des activités de loisirs, que ce soit des activités de repos, que ce soit des activités sociales. Donc, un équilibre de vie, c'est vraiment un amalgame d'activités. Et on le mesure bien évidemment souvent par des questionnaires standardisés où le meilleur outil qu'on a est le questionnement puis l'entrevue avec le patient. Ben, si je peux juste ajouter, dans le fond, dans la science, dans les données probantes, c'est prouvé que l'équilibre occupationnel, c'est un facteur de santé. Donc, plus une personne va avoir un meilleur équilibre occupationnel, comme Yasmine l'a expliqué, plus elle va être en bonne santé. Donc, à partir de ce moment, nous, on pense en amont de la maladie. Donc, avant même d'arriver à parler de maladie mentale, de stress, de maladie physique, on va en amont. Puis, l'équilibre occupationnel, c'est un facteur déterminant sur lequel on peut agir pour faire de la prévention. Donc, c'est là que tout le sens au niveau de la santé prend forme. Est-ce qu'il s'agit de réussir sa vie professionnelle ou bien d'être en bonne santé physique ou mentale ou est-ce que c'est l'amalgame de tout ça comme vous m'avez dit? En fait, une chose qui est importante à garder en tête, c'est que l'équilibre de vie, c'est aussi quelque chose de très personnel. Donc, entre moi et ML, peut-être que ce qu'on conçoit comme équilibre de vie est différent. Peut-être que je mets plus d'importance au niveau des activités de productivité, donc mon travail, ma carrière, et ML, elle aime bien faire de l'art et donc elle aime intégrer des activités de loisirs dans son quotidien. Donc, c'est propre à chacun. Et partant de là, vous êtes allé faire une étude sur la communauté algérienne
qui vit ici au Canada. Bien sûr, vous êtes intéressé à celle de Montréal. En quoi a consisté votre étude? Oui, donc les objectifs de notre étude, c'était vraiment de documenter le phénomène de l'équilibre occupationnel chez la communauté algérienne de Montréal. Dans le fond, nous, on est clinicienne ergothérapeute. On s'est posé des questions à travers notre pratique, puis on a remarqué qu'il y avait certaines idées préconçues par rapport à cette population-là et qu'il existait peu de littérature, presque pas de littérature sur les besoins de cette communauté. Donc, à partir de là, on s'est posé des questions et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment documenter l'équilibre occupationnel et tous les facteurs qui peuvent l'influencer pour commencer, dans le fond, semer une graine au niveau de la littérature, avoir déjà un premier pas qui se fait pour mieux comprendre cette communauté. Donc, les objectifs spécifiques, c'était vraiment de comprendre l'équilibre occupationnel, documenter les facteurs, le stress associé et d'aller plus en profondeur avec des entrevues. Et qu'est-ce qui s'est dégagé de cette étude? Si je pourrais juste rajouter quelques points. En fait, notre étude s'est faite en 2 temps. On avait l'étude 1 qui était en fait 2 questionnaires standardisés et on a eu 123 participants. Et donc, ces 123 personnes ont répondu à un questionnaire qu'on utilise en clinique qui est un questionnaire qui mesure le niveau d'équilibre de vie. Donc, en fait, la personne répondait si oui ou non il faisait une activité et s'il souhaiterait la faire davantage ou en faire moins. Et on a également utilisé un questionnaire sur le stress perçu, donc où la personne répondait à 4 échelles pour dire, en fait, indiquer si elle était stressée, oui ou non. Et en deuxième temps, en fait, on a fait des entrevues. Donc, on a choisi des participants qui correspondaient à des profils distincts pour avoir une variété de réponses et on venait poser des questions pour avoir un regard plus qualitatif. Exact. Et parfait. Et qu'est-ce qui s'est dégagé de tout ça? Donc, en fait, étant donné que notre étude était très vaste, on a également étudié 5 facteurs différents en lien avec l'équilibre de vie et le stress perçu. Donc, les 5 facteurs qu'on a choisis étaient le genre, l'âge, le revenu, on avait quoi d'autre? La catégorie d'emploi et l'état matrimonial. Donc, c'est sûr que ça nous a donné une grande richesse d'informations. Si je peux en nommer quelques-uns, ce qui en est ressorti, c'est que les jeunes de 20 à 24 ans ont souvent indiqué qu'ils avaient un niveau d'équilibre moindre et un stress perçu plus élevé. Donc, ça pouvait nous permettre d'émettre des hypothèses que c'est souvent à cet âge-là qu'on commence à découvrir la vie adulte et que aussi on prend beaucoup de décisions par rapport à notre avenir, que ce soit l'entrée à l'université, le choix d'université, et c'est aussi le moment de commencer à affirmer son autonomie. On a eu aussi au niveau du revenu, ça c'est un résultat qui ne nous surprend pas, mais habituellement les gens qui ont un moindre revenu ont un niveau d'équilibre plus bas, c'est normal. On a moins de temps pour passer sur nos loisirs, sur les activités de repos, et donc c'est sûr que ces personnes-là vont avoir un niveau d'équilibre moindre. Je veux juste savoir, l'équilibre moindre ou plus, c'est la personne qui le définit, c'est pas vous. C'est l'équilibre perçu, donc la satisfaction de la personne par rapport à une activité. Donc, par exemple, on a une question dans le questionnaire qui dit est-ce que vous pratiquez une activité, je ne me rappelle plus, de couture ou peu importe. Donc, on est d'accord que c'est une activité qui peut-être n'intéresse pas tout le monde. Donc, si la personne n'est pas intéressée, elle n'est pas en déséquilibre parce qu'elle ne fait pas du tricotage. C'est pas une façon de... C'est vraiment par rapport à sa satisfaction personnelle. Mais, par exemple, si on a une question qui demande à la personne est-ce que vous passez du temps sur les écrans et que la personne répond plus que ce que je voudrais, là, ça veut dire qu'elle est en déséquilibre parce que c'est pas ce qui la satisfait. La personne aurait voulu passer moins de temps sur les écrans. Parce que moi, j'avais peur que vous avez un moule et que si la personne ne rentre pas dans ce moule, donc elle est déséquilibrée. Finalement, non, c'est vraiment par rapport à la personne. Personnalité à chaque personne. Oui. Parfait. Mais d'après votre description, pour moi, ça ne peut pas être spécifique à une communauté, à une autre. Ça, c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui peut avoir ce genre d'enjeu. Alors, pourquoi vous cherchez spécifiquement dans une communauté? En fait, on a réalisé que
il existe très peu de données sur la communauté algérienne et on voulait voir est-ce qu'il y a bien et bien des différences entre la communauté algérienne et le reste des populations. Et ce qui en est ressorti, c'est que oui, en fait, la population algérienne de Montréal est davantage stressée que les moyennes générales et présente effectivement un certain niveau de déséquilibre occupationnel. Et donc, pour nous, c'est une réalité que les cliniciens devraient prendre en compte lors de leurs interventions avec leurs patients. Effectivement. Dans l'optique, dans le fond, les cliniciens de développer une pratique clinique qui est plus sensible culturellement et avoir de meilleures compétences au niveau de cette clientèle parce qu'on est d'accord que la clientèle maghrébine à Montréal prend de plus en plus d'ampleur et présente des besoins qui sont spécifiques à elle-même. Donc, pour les cliniciens, c'est important d'être au courant de leurs besoins et donc d'adapter leur approche. Donnez-moi un exemple de spécificité par rapport à l'équilibre occupationnel pour quelqu'un de la communauté maghrébine ou algérienne. Ben justement, ça, c'était l'objet de l'étude 2, donc les entrevues qualitatives, c'est un peu ça qu'ils ont révélé. Donc, dans le fond, la communauté algérienne, quand on leur pose la question sur l'équilibre de vie, théoriquement, ils ont les bonnes connaissances. Ils savent en théorie c'est quoi avoir un bon équilibre de vie. Par contre, pour adopter les bonnes stratégies efficaces, il y a quelques obstacles qui se présentent dans l'environnement, que ce soit au niveau de la culture, les valeurs. Des fois, c'est juste au niveau des personnes eux-mêmes. Par exemple, il y a plusieurs personnes dans les entrevues qui nous ont parlé d'une mauvaise gestion du temps en lien avec les exigences d'ici. Aussi, ils nous ont parlé d'une banalisation au niveau de la santé mentale. On banalise l'effet que peut avoir la surcharge sur notre mental. Aussi, ça peut avoir l'air très banal, mais par exemple, l'adaptation au climat, ça fait en sorte qu'il y en a que pour eux, juste trouver des activités à faire l'hiver, ça les plonge dans un déséquilibre occupationnel total. Ils font aucun loisir. Donc, c'est des réalités auxquelles il faut être au courant pour avoir une meilleure sensibilité parce que ce n'est pas la même chose que la population générale. Alors, tous ces résultats peuvent être utilisés ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette étude et vos résultats? Est-ce qu'elle pourrait être récupérée par une autre équipe ou bien elle donnerait lieu à des activités bien précises? Comment on pourrait voir cette étude ailleurs qu'entre vos mains? Donc, bien sûr, le but de cette étude, on voulait premièrement que ce soit à titre éducatif, donc pour pouvoir renseigner les gens par rapport aux problématiques que les Algériens rencontrent. Mais étant donné qu'on est ergothérapeute, on voulait également outiller la population qu'on a étudiée. Et donc, Amal et moi allons monter un atelier où est-ce qu'on va donner des recommandations pour parvenir à avoir un meilleur équilibre de vie. Donc, ça, c'est la première portée, en fait, de notre étude. Donc, on pourrait s'attendre que dans les prochaines semaines, après la publication de vos résultats, qu'on trouve que vous allez organiser des ateliers, tout ça. Donc, exactement. Écoutez, nous vous demanderons de nous tenir au courant de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Amel, sur ce point-là? Oui, ben juste par rapport à l'étude, c'est sûr que ce n'est pas une étude qui est subventionnée par un centre de recherche universitaire, donc on ne peut pas vraiment utiliser l'étude puisque il n'y a pas de comité éthique qui a approuvé le projet au niveau d'un centre ou hospitalier universitaire. Par contre, ça sème une graine dans le monde des données probantes parce que c'est vraiment aucune étude existait auparavant par rapport à cet enjeu-là pour cette communauté-là. Donc, nous aussi, à travers nos réseaux sociaux, à travers nos réseaux professionnels, on va partager un peu l'information et sensibiliser nos collègues à ces résultats. Écoutez, nous vivons la pandémie depuis mars, il y a eu le confinement, puis le déconfinement, et puis à moitié reconfinement. Comment ça a influé sur l'équilibre de vie, que ce soit chez les Maghrébins ou chez la population en général? Est-ce que ça a des incidences? Mm-hmm. Donc, dans le fond, dans les entrevues, on a pu un peu se pencher sur cet aspect-là. C'est ressorti par rapport à certains groupes de la population. La COVID commence à influencer encore plus, à exacerber en fait le problème qui existait déjà de déséquilibre. Donc, par exemple, chez les étudiants, se retrouver dans sa chambre, être en isolement, ne pas voir son réseau social, être en surcharge de travail, mais seul devant son ordinateur, ça amène beaucoup de stress et je dirais même de symptômes dépressifs. Chez la génération, par exemple, de mon père, les hommes dans la cinquantaine qui travaillent, qui ont un travail stable, qui font du télétravail, ça ne les affecte pas autant puisqu'il y a quand même une certaine stabilité dans leur horaire. Donc,
à part le fait que c'est à la maison, mais ça ne change pas. Alors que les étudiants qui sont habitués à une vie beaucoup plus dynamique, d'aller à l'université, de rencontrer leurs collègues, etc., ça les affecte un peu plus. Et puis, moi, je rajouterais un petit peu un regard au niveau des hôpitaux. En fait, j'ai travaillé en gériatrie, puis maintenant en neurologie. On a remarqué que chez les personnes âgées, il y a eu quand même davantage d'hospitalisation et des personnes qui étaient davantage mal en point. À cause de l'isolement et le fait d'être seul et n'avoir personne qui vient les voir. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont fait des déliriums et qui ont dû se retrouver à être hospitalisées parce qu'ils n'étaient plus sécuritaires tout seuls à domicile. Donc, en fait, cet isolement-là, ce confinement-là, malgré le fait qu'on veut protéger les personnes âgées, eh bien, a eu une conséquence également sur eux. Et dites-moi, vous, dernière question là, quand vous constatez ça, est-ce que vous pouvez intervenir? Par exemple, dans le cas des étudiants, qu'est-ce que vous leur conseillez? Et dans le cas des personnes âgées, qu'est-ce que vous leur conseillez? Oui, ben dépendamment de la clientèle, c'est sûr qu'il y a des stratégies qui peuvent être adoptées. Par exemple, à la maison, les étudiants, adopter tous les bons principes ergonomiques, juste de bien être installé sur son bureau puisqu'ils passent beaucoup de temps au bureau, juste d'avoir une bonne posture, d'avoir un bon environnement de travail, de prendre des pauses, de se doter d'une stratégie de travail, donc de faire 50 minutes de travail, ensuite prendre une pause, faire des checklists, etc. Il y a toutes sortes d'outils, mais l'essentiel, c'est de trouver les outils qui sont les plus efficaces pour soi-même et qui répondent à nos besoins, finalement. Et pour les populations hospitalisées, bien sûr que quand on travaille avec eux pour la réadaptation, on souhaite les amener à un niveau d'autonomie où est-ce qu'ils vont être sécuritaires à la maison. Il y a des limites à ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas forcément aller à domicile, mais il y a vraiment eu, je trouve, des organismes communautaires qui font du beau travail. Il y a des bénévoles qui font des appels chez les personnes âgées, comme des wellness checks, des trucs comme ça. Donc, sans être uniquement la responsabilité du système de santé, il y a également des mesures communautaires qui sont en train de monter, puis je trouve que c'est très important. Alors, merci Amélia Daden et merci Yasmine Chiban. Je rappelle que vous êtes deux ergothérapeutes qui exercent à Montréal. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup.